Bonsoir à tout le monde. Merci aux fidèles d'être restés malgré la chaleur et l'appel de la clim de votre hôtel. Merci d'être restés pour parler d'écologie et pour parler d'économie circulaire. Avec un intitulé qui s'appelle « Économie circulaire, illusion ou solution viable » et que je me suis permis de corriger, parce que je n'aimais pas l'expression, par petite question ou grande question, c'est-à-dire est-ce marginal ou est-ce très important l'économie circulaire? Et c'est ce à quoi, évidemment, les deux intervenants vont répondre avec un biais, c'est que chacun, comme c'est leur métier, ils vont penser évidemment que c'est une grande question très importante. Mais ils vont nous convaincre, ils vont vous convaincre. L'économie circulaire, c'est pas seulement le recyclage, on va nous surtout parler du recyclage, puisque c'est aussi vrai dans l'agriculture, c'est aussi vrai dans beaucoup de domaines. Mais là, on va se centrer sur l'industrie. Et donc, pour en parler, j'ai deux invités. Je retrouve tout de suite la fiche, le résumé de leur biographie que vous pouvez lire en plus long sur les documents du Cercle. Donc, Jean Ornin, qui est donc un sportif de haut niveau, champion de France de volleyball quand même. Je ne sais pas si vous avez vu sa taille, il est nettement plus grand que moi. D'habitude, je me considère comme grand. Il a été champion de France, vice-champion d'Europe avec l'équipe de Cannes. Et puis après, en parallèle, il a mené des études d'éducation physique, où il a été agrégé, et aussi d'HEC et de McGill à Montréal. Il commence dans la finance et rejoint le groupe Amaury dès qu'il rentre en France, où il monte la télé dans le groupe Amaury. C'est lui qui a créé la chaîne L'Équipe, qu'il va diriger avant de diriger l'ensemble du journal L'Équipe, et puis de prendre la direction d'un journal qui s'appelle Le Parisien, que vous lisez tous, et qui appartenait à ce moment-là au groupe Amaury. Et puis en 2016, il s'occupe de la fondation et de la création véritable de Citeo, qui est une entreprise à mission qui vit pour s'occuper des déchets d'emballage, qui est un regroupement, un premier regroupement, j'imagine qu'il y en aura d'autres ensuite, un premier regroupement pour faire volume. Florian Clément Grandcourt est lui diplômé de Sciences Po et de l'INSEAD. Il a commencé de faire du marketing dans une boîte où ça compte, qui s'appelle Coca-Cola, une bonne école. Et après, il est rentré dans un groupe qui est aussi connu mondialement que Coca-Cola. Il n'y en a pas beaucoup en France, BIC. Puisque vous savez que, il va nous le dire un mot sur BIC. BIC est maintenant une entreprise mondiale, plus importante ailleurs qu'en France qu'en France. Florian Clément Grandcourt dirige la partie briquet de BIC mondialement, qui est, vous avez tous eu, d'ailleurs, il en a plein devant lui, vous avez tous acheté, j'espère, dans votre vie des briquets. Et le but, c'est de vous encourager à ne plus les jeter parce qu'ils sont recyclables. Voilà. Alors, je vais demander à chacun d'entre vous, on va commencer par vous, Florian, de nous raconter un peu ce que vous faites. Et pour répondre à cette question, l'économie circulaire, le recyclage, est-ce une question marginale dans l'industrie? On n'arrivera pas à grossir, ou est-ce une question importante? Bonsoir à tous. Clairement, une question extrêmement importante. J'aimerais commencer presque par la conclusion, qui est de dire que la transition, elle est faisable et elle est très probablement financièrement viable. Et l'économie circulaire est une part extrêmement importante. Pour ce qui concerne BIC et l'activité briquet, c'est plus de la moitié de l'effort sur la transition qui vient de l'économie circulaire. Donc définitivement quelque chose de très important. Dites-nous un peu sur BIC, combien
Combien de briquets on fabrique dans le monde? Combien, ouais. Alors, BIC a 4 usines principales d'assemblage de briquets de poche, pour 1,5 milliard de briquets, et on représente environ 10% de part de marché au niveau mondial. Une grande part du marché étant pris par les briquets importés, majoritairement produits en Asie. Alors, sur l'économie circulaire, la première bonne nouvelle, c'est qu'en travaillant avec les scientifiques, parce qu'on avait fait un programme de 7 ans de recherche scientifique, mais également les ONG et différentes autres parties prenantes, en croisant tout ça et les données qu'on a obtenues, on est arrivé à une conclusion qui était relativement simple, c'est que les 2 impacts principaux, c'était 1, l'usage des matières premières, et 2, la fin de vie des produits. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'en fait, le premier, c'est-à-dire que si je récupère les produits en fin de vie, me permettent de faire de la nouvelle matière première, et donc avec une seule solution, je réussis à régler les 2 problèmes. Donc à nouveau, l'économie circulaire est absolument clé. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que les consommateurs collectent bien, et même particulièrement en France. Donc en fait, c'est une crainte qu'il y avait il y a quelques années. Je ne sais pas ce que ce sera dans 15 ans, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne. Une fois qu'on a collecté les briquets, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'à ce moment-là, on démonte les briquets, nos propres briquets, pièce à pièce. Et ce qui est important, et c'est là toute la différence quand on fait l'éco-conception ou pas, c'est qu'un briquet comme ça, notre briquet, il a 19 pièces. Alors qu'un briquet concurrent, merci, comme celui-là, il a 35 pièces en moyenne. Et si on va sur des briquets utilitaires de ce type-là, on monte aux alentours de 45 ou 50 pièces. Vous allez me dire, et qu'est-ce que ça a à voir avec le sujet? Eh bien, c'est tout simple. Au-delà de 25 pièces, un produit est à peu près indémontable. La complexité est telle qu'aucune machine automatique n'est capable de le faire. On ne peut donc pas avoir d'effet d'échelle qui permettent de rendre le système viable financièrement. On a énormément travaillé là-dessus, notamment pour baisser nos nombres de pièces. Et par exemple, sur les briquets de ce type-là, on a réussi à baisser de 45 pièces à, en moyenne, sur des produits qui seront lancés dans quelques années, en moyenne, on sera à 15 pièces. Donc ça rend un produit aujourd'hui non démontable, parfaitement démontable et réutilisable. Ça permet d'avoir, quand on démonte, pas quand on broie, quand on démonte le produit, de la matière pure, de la matière que l'on connaît, voire même que l'on puisse réutiliser les pièces en tant que telles. Si je prends un exemple, le plastique qu'on utilise pour faire le corps de nos briquets, qui s'appelle le polyoxyméthylène, le POM, on est capable de pouvoir le reprocesser 10 fois de façon successive dans des nouveaux briquets sans avoir besoin d'ajout de quelque matière vierge que ce soit. Donc en fait, on est vraiment capable d'être circulaire sur cette matière-là. La dernière bonne nouvelle, qui pourrait être la conclusion, c'est qu'en fait, ça nous permet d'atteindre les moins 85% de baisse de carbone, ce sur quoi le groupe s'était engagé. Et maintenant, on a les roadmaps qui nous permettent de savoir comment y arriver. Et à nouveau, la plus grande partie de cette roadmap vient de l'économie circulaire. Voilà, mais quelques chiffres, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous recyclez combien des briquets et quels sont vos espoirs, vos projets? Alors, on est aujourd'hui en pilote, donc on a fait nos recherches scientifiques pendant 7 ans. On a développé en parallèle une machine. Il faut quand même noter, il faut 7 ans de recherche scientifique pour arriver à faire des plastiques recyclables, pour arriver à faire des pierres, des métaux, etc. Même plus précisément, pour comprendre l'enjeu du développement durable sur un produit aussi simple que celui-là, c'est 7 ans de recherche scientifique. Et c'est à ce moment-là qu'on est capable de monter des plans d'action qui permettent de trouver la solution. En parallèle, on a monté des machines. Les machines, ça prend du temps. Mais ce qui a été encore plus long, c'est d'avoir les autorisations pour pouvoir faire tourner les machines et monter l'usine. Ça nous a pris plus longtemps à avoir l'autorisation que monter l'usine. Ouais. Et donc, le taux de recyclage aujourd'hui est relativement faible, puisqu'on est en fait sur des échelles qui sont faibles.
Et aujourd'hui, on est capable, et c'est ce qu'on propose dans le prochain plan de développement durable qui sera décidé dans quelques mois, justement de monter à l'échelle dans une zone géographique pour justement bien vérifier qu'à l'échelle, tout ce qu'on a fait aujourd'hui en Bretagne et puis en Catalogne fonctionne bien sur un pays ou une zone géographique complète. C'est amusant parce que vous m'avez raconté que c'est aux Baléares que vous avez essayé de... Et pourquoi c'est les Baléares qui recyclent les briquets? C'est tous les jeunes qui font comme ça dans les soirées? Non, alors les autorités des Baléares avaient un choix cornélien. Soit il fallait dédier de l'espace à de nouveaux hôtels, soit il fallait dédier de l'espace à des centres de recyclage. Donc la décision a été de dire, bon, choisissons ce qu'ils veulent faire, mais dans tous les cas, les industriels gèrent eux-mêmes leurs produits. Et nous, c'était le moment où notre machine arrivait presque à la fin. Donc on savait que c'était le bon moment. Donc on a été voir les autorités, on a dit, bah, banco, on y va. Votre décision, on n'est pas d'accord avec tout, mais c'est pas grave, et on apprendra ensemble. Bon, passons à un autre objet, c'est plutôt les emballages, les objets, il y en a plusieurs donc. Quand vous êtes recyclé en priorité les emballages, racontez-nous. Oui, alors à la question, grande question ou petite question, ou illusion ou solution viable, je dirais que l'économie circulaire, en tout cas que l'économie, si elle n'est pas circulaire, ne sera pas viable. Parce que la Terre ne peut pas donner plus que ce qu'elle n'a. Et donc, c'est une obligation. 50% du PIB mondial est fait grâce à des services rendus gratuitement par la planète, et en particulier nos ressources. Et le principe de l'économie circulaire, en tout cas c'est celui qu'on applique chez Citeo, c'est on utilise le moins de matière possible, on l'utilise le plus longtemps possible, et puis après, une fois qu'on l'a utilisé, on lui redonne une nouvelle vie. Alors c'est quoi Citeo? Citeo, c'est une entreprise à but non lucratif qui a été créée par Antoine Riboud, un entrepreneur, qui à l'époque a dit la responsabilité des entreprises, et en particulier sur les emballages, ne s'arrête pas aux portes des usines et des bureaux, mais elle va au-delà. On a une responsabilité environnementale. Et il a dit il faut qu'on recycle. Et du coup, ça a donné naissance à ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur. Dans le domaine des emballages, maintenant il y en a plein partout dans différents secteurs, qui dit une entreprise qui vend un produit avec un emballage a la responsabilité de la conception jusqu'à la fin de vie de cet emballage. Donc aujourd'hui, en quelques chiffres, c'est une décision européenne. Alors c'était à l'origine, c'est France et Allemagne qui ont initié ça. Donc c'est un cadre réglementaire, ça s'appelle la REP, responsabilité élargie du producteur. Vous vendez un produit, vous avez la responsabilité de la prévention et de la gestion du déchet que vous gérez. Bon, c'est assez simple comme idée, mais en tout cas, c'était hyper innovant à l'époque, c'était au début des années 90. Et du coup, aujourd'hui, parce qu'on est 30 ans après, toutes les entreprises françaises qui vendent des produits, donc moi j'ai 80 000 entreprises qui me déclarent l'ensemble des canettes, des bouteilles, que ce soit du verre, du carton, de l'acier, etc., chaque année. J'ai toutes ces déclarations, je les facture, ça fait 1,6 milliard chaque année, qui est consacré à plusieurs choses. D'abord à ce qu'on appelle l'éco-conception. François en a parlé pour les briquets, comment on réduit l'utilisation de la matière et comment on la rend plus recyclable. On la consacre à des problèmes de réemploi et on la consacre à financer la collecte, le tri et le recyclage. Donc si vous avez des bacs de tri, vous avez des bacs jaunes, on finance les collectivités locales, 700 communautés de communes, communautés d'agglomération à travers toute la France pour collecter, trier et envoyer tout ça vers des centres de tri de façon à ce que finalement, on boucle la boucle. Et aujourd'hui, 70% de nos emballages ménagers sont effectivement recyclés, voilà, avec des différences. Le verre, c'est 86, le plastique, c'est 30, et l'alu, 40. Donc on a deux sujets, plastique et alu. Et après, des différences régionales. On est très bon en Vendée, en Bretagne ou à l'Est, dans le Doubs, en matière de collecte. On est beaucoup moins bon près de nos métropoles, en particulier Paris et ici, finalement, c'est des endroits où on consomme le plus. Et juste pour finir, c'est un système, c'est un mariage entre politique publique qui définit un cadre et l'action des entreprises. Donc c'est vraiment, je trouve, un système qui est très intéressant. C'est purement de l'argent privé dans un cadre public. Et c'est un système très collaboratif puisque toutes les boîtes doivent bosser ensemble. Et on bosse avec toutes nos parties prenantes, collectivités, opérateurs, associations, de façon à faire progresser ce sujet-là. Donc c'est une solution assez concrète. Elle n'est pas parfaite et pas magique, mais elle fonctionne. Et elle fait aujourd'hui des petits dans le monde entier. Déjà, donc, entre petites et grandes questions, vous êtes, si je me trompe, à 1,6 milliard je sais pas, de chiffre d'affaires, je ne sais pas comment vous l'appelez, donc ce n'est pas si petit que ça, quoi. Et quelles sont les perspectives à 5 ans ou à 10 ans? Alors, c'est effectivement 1,6 milliard, c'est que
on a un cahier des charges d'État qui fait qu'on calcule le coût qu'on va devoir payer pour cet ensemble. Donc, c'est un cadre qui est très réglementé. Il faut rappeler que Citeo, c'est Bien sûr. une entreprise à but non lucratif et une entreprise à mission, hein, c'est ça. Oui, moi, je n'ai pas d'objectif de Profit Star. Mon objectif, c'est c'est de 100% d'emballage circulaire. Donc, moins de matière, plus longtemps et recyclé en totalité. Et donc, c'est ça l'objectif. Et ce qu'on a devant nous, en fait, on a deux sujets essentiels. Un, on a quand même un sujet sur le recyclage de collecte. On n'arrive pas à collecter suffisamment nos canettes, nos bouteilles, nos cartons. Donc ça, c'est le premier sujet. Voilà. Et on a un deuxième sujet qui est celui de comment on arrive à réduire la production de déchets et en particulier comment on redéploie des systèmes, ce qu'on appelle de réemploi, donc usage multiple. C'est-à-dire que finalement, au lieu d'utiliser une bouteille une fois, on l'utilise 10, 20, 30, 40 fois avant de la recycler. Et on est en train de monter un programme à l'échelle, pour l'instant, de 4 régions françaises dans l'ouest et dans le nord. Et je pense que ce sera à l'échelle, dans quelques années, sur l'ensemble du territoire, où on restandardise des emballages, pour avoir des emballages qui sont finalement les mêmes pour différents produits. On les lave et on les fait revenir dans le commerce avec des systèmes de consigne. Voilà. Et c'est un des axes. Hein. La filière, elle s'est construite sur le recyclage. Il faut continuer le recyclage, mais il y a tout un axe sur la réduction de la pression de production de déchets partout où c'est possible, et essayer en tout cas d'en faire des systèmes à l'échelle et des systèmes compétitifs, parce que sinon ça ne marchera pas. Oui. Un mot sur la consigne, justement, parce qu'on en parle souvent de consigne sur les liquides. C'est appelé à se remultiplier comme ça l'était dans les années 50, les bouteilles de lait en consigne ou de jus de fruits ou autre. Oui, alors la consigne va revenir. Alors, elle doit revenir déjà pour nos canettes et nos bouteilles plastiques. Nous nous sommes fixés des ambitions qui est de collecter 90% de nos bouteilles plastiques à horizon 2030. Donc ça, c'est l'ambition. Et les systèmes de et aujourd'hui, dans le bac jaune, on collecte 60% de nos canettes, de nos bouteilles. C'est un geste qui est gratuit, désintéressé, etc. Les systèmes de consigne, pourquoi ? Parce qu'ils mettent un prix de 20 centimes, par exemple, sur une canette. Ce prix va vous être demandé quand vous allez acheter la canette et on va vous rendre quand vous aurez rapporté la canette dans un point de vente. Donc je peux vous dire que le taux de collecte des emballages consignés, il est au-delà des 90%. Et que ce soit pour le recyclage de nos plastiques et de l'aluminium ou pour le développement du réemploi, donc pour le lavage, on a besoin de passer à des systèmes de consigne. La France, j'avoue, est encore un peu hésitante, mais comme on a fixé l'ambition, il va falloir y aller. Donc c'est le passage à l'acte, là, pour l'instant, on voit bien que ça gêne un peu, parce que ça change les systèmes vis-à-vis des municipalités, vis-à-vis des opérateurs, mais on va en avoir besoin si on veut être à la hauteur des ambitions qu'on s'est fixées. Alors justement, on va demander à Florian, quelles sont les conditions pour que ce début de mouvement décolle ? Alors oui, il y a beaucoup d'apprentissage qui nous permettent de savoir ce qu'il faudrait faire et éviter de faire pour l'avenir. Il y en a 5 en ce qui concerne le briquet. Le premier, on en a parlé, c'est le temps. Monter une usine, les recherches scientifiques, ça prend du temps. Je passe dessus, on l'a déjà vu. La deuxième chose, c'est l'humain. J'ai pu bénéficier d'une équipe totalement stable pendant 10 ans. Et c'est ça qui nous a permis, à un moment où on apprend de cette façon-là, on revient en arrière constamment. Si je n'ai pas les mêmes équipes qui sont là tout du long, c'est absolument impossible de pouvoir redémarrer rapidement. Il n'y a pas beaucoup de sociétés qui aient des politiques RH qui permettent d'avoir une stabilité des équipes. Donc, nouvelle chose qui est importante. La troisième chose, sur toujours l'aspect humain, je me suis aperçu que dans une équipe, c'est celui qui en connaît moins sur le sujet du développement durable qui limite l'ensemble de l'équipe. Donc la connaissance est absolument fondamentale à gérer et monter le niveau de l'ensemble de l'équipe est une des conditions de succès. Donc première chose, le temps. Deuxième chose, les équipes. Troisième chose, la transformation industrielle. Il ne s'agit pas simplement de dire je conserve mes usines telles qu'elles sont et je vais mettre derrière du recyclage. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On est obligé de modifier dans les usines d'origine pour pouvoir permettre d'avoir un recyclage efficace. Donc ça, c'est quelque chose de beaucoup plus lourd et que souvent les parties prenantes ne connaissent pas et ont du mal à envisager l'impact. De façon liée... Mais à la fin, un briquet recyclable, c'est plus cher ?
Et de combien? Alors, un briquet recyclable, aujourd'hui, je ne vous dirais pas qu'il soit plus cher. Toute la question est de l'organisation et de l'échelle. On parlait tout à l'heure de production de masse, et ça, la production de masse est clé. Ça veut dire qu'on a besoin d'avoir des produits standardisés qui permettent de faire que les machines tournent de façon continue. Ça, c'est l'élément absolument clé. L'intégration verticale également. Nous avons chez BIC nos ateliers d'outillage, d'ajustage, notre R&D appliqué, qui est encore dans nos usines. Ça nous a permis d'aller extrêmement vite, et encore, il nous a fallu 10 ans. Le quatrième point, avoir des règles françaises, c'est bien, ou des règles françaises ou allemandes, c'est très bien. Mais si j'ai des règles différentes dans chacun des pays d'Europe, j'ai à ce moment-là un problème. Aujourd'hui, les règles ne sont pas alignées. Le dernier qui est absolument clé, ce sont les autorités. On a un risque sur le développement durable, qui est ce qu'on appelle les freeriders, les passagers clandestins. Ce sont les concurrents qui ne vont pas respecter les règles ou qui ne vont pas payer les taxes. Et ça a un impact colossal, et on sait très exactement cet impact-là parce qu'il existe aujourd'hui dans les aspects de sécurité. Sur la sécurité des produits, les briquets non conformes aux normes de sécurité, pourtant sur le territoire français, environ 90% des modèles de briquets, c'est vrai pour l'Europe également, génèrent 30 000 brûlés graves par an dans l'Union européenne, chaque année, pour un coût sociétal... En clair, n'achetez pas de briquets chinois. Je vous laisse l'affirmation. Pour un coût de 50 milliards de coût sociétal, ce qui veut dire que chaque briquet non conforme aux normes de sécurité devrait être vendu 250 € au lieu de 1 ou 2 € pour pouvoir financer ça. Donc pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est parce que les autorités de surveillance de marché, mais les douanes également en Europe, n'existent quasiment plus. Elles existent encore en Amérique du Nord, au Brésil, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et s'il n'y a pas de contrôle sur les aspects du développement durable, le développement durable ne pourra pas se passer parce qu'il n'y aura pas de concurrence loyale. À vous. Quelles sont les conditions? Les conditions. Ouais. Bon, il faut une réglementation, parce que s'il n'y a pas de réglementation, ça ne fonctionne pas. Alors la réglementation doit être harmonisée. Pas franco-française en général, sinon ça nous pose des problèmes. Deuxième condition, pour moi, c'est de se fixer des objectifs atteignables ou alors de mettre en place les leviers qui nous permettent d'atteindre les objectifs. J'ai dit tout à l'heure, il nous faut des systèmes de consignes. Les objectifs qu'on s'est fixés pour de la collecte de bouteilles de 90%, dans 5 ans, on ne peut l'atteindre que si on décide de changer la façon d'aller les collecter. Voilà. Et donc il y a un petit passage à l'acte à mener, même si c'est des changements, mais il faut les faire, sinon on ne va pas y arriver et on va être juste incantatoire. Et moi, j'aime pas que mon pays soit juste leader par l'inspiration, mais j'aimerais bien qu'on soit aussi leader par l'action. Ensuite, troisième élément, dans les systèmes de responsabilité élargie du producteur, c'est chacun à sa bonne place. L'État doit fixer le cadre et contrôler. Voilà. Et les acteurs que sont les entreprises doivent être ceux qui pilotent l'action. Et ça suppose finalement une gouvernance dans les filières qui évite des inflations non efficientes. Notre filière, elle a passé de 800 millions en 2020 à 1,6 milliard en 2025. Donc on prend l'argent aux entreprises, mais pour l'instant, on n'a pas d'efficience associée, puisque finalement, on est devenu une grosse obligation de moyens, là où on devrait être dans une culture du résultat et de la performance. Et ça, il faut absolument y faire attention parce que les entreprises ne comprennent plus ce qu'elles payent et elles me disent « Ouais, bah, t'es sympa, tu me fais payer une taxe, donc qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Je porte les objectifs, mais en même temps, je n'ai pas le choix sur les moyens. Le dernier point, c'est, je vais appeler ça, je ne suis pas spécialiste de l'Europe, mais des barrières européennes, parce qu'on voit bien qu'il y a des plastiques qui arrivent de Chine. Nous, on essaye de développer des usines de recyclage en Europe ou en France. Il faut investir, et on ne peut pas investir s'il y a des choses qui arrivent à des prix qui défient toute concurrence, avec des contrôles qualité qui sont assez moyens, mais en tout cas, on ne pourra pas y arriver. Voilà. Et puis après, juste pour terminer, c'est du temps long. Je pense que toute la caractéristique de tout ça, c'est qu'il faut avoir des visions, du temps long, et quelque part de la volonté d'y aller. Parce que ce n'est jamais des trucs à court terme, à 6 mois, ça ne marche pas, à 1 an, ça ne marche pas. Il faut raisonner sur la durée, et on a tous besoin de retrouver ce temps long si on veut réussir. Dernière question, est-ce qu'il faudrait élargir Citeo à l'ensemble de la France, élargir à l'ensemble de l'Europe? Est-ce qu'il faut vite faire des champions du recyclage d'emballage? Oui, mais en fait, des Citeo, maintenant, il y en a partout. Il y en a dans toute l'Europe. Mais est-ce qu'il ne faut pas les marier? Il commence à y en avoir, il y en a au Canada, en Californie, ça commence. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça embarque les entreprises
dans l'impact environnemental et ça leur fait payer l'externalité négative et ça les engage à éco-concevoir jusqu'au recyclage. Et nous, on milite pour qu'il en existe partout dans le monde. S'il y en avait partout dans le monde, quand on allume la télé, on ne verrait pas les images qu'on voit des plages envahies de plastique parce qu'en fait, on aurait des vrais systèmes qui permettent de gérer nos déchets en les réduisant et en les recyclant. Ainsi soit-il. Je vous remercie beaucoup à tous. Pardon, il n'y a pas de questions parce que c'était très court. Et voilà, on rend la salle au suivant.